Mon mari est parti et m'a laissé m'occuper de ma belle-sœur paralysée. Soudain, elle se leva et cria terrassée, « Tu es en grand danger, nous devons fuir maintenant. » Sans demander, j'ai obéi. Et son avertissement m'a sauvé la vie. Le son des éclats de rire et le tintement des verres de cristal de Bohème résonnaient avec force depuis l'intérieur du luxueux chalet de style andalou. Dans la cour avant, une rangée de voitures haut de gamme était parfaitement garée, comme s'il s'agissait d'un grand banquet pour l'élite madrilène. Cependant, pour Lucie, qui se tenait derrière la grande grille en fer forgé légèrement ouverte, cette scène ressemblait à un coup de poignard direct au cœur. Elle rajusta le manteau usé qui couvrait son corps, tandis qu'à ses côtés, Béatrice restait assise en silence dans son fauteuil roulant avec un regard indéchiffrable. Cela faisait déjà une semaine que Lucie et Béatrice avaient disparu, une semaine que les habitants de cette maison les croyaient effacés de la surface de la terre. Lucie inspira profondément, essayant de réprimer la tempête de colère qui bouillonnait dans sa poitrine. Elle fit signe à Béatrice d'un pas ferme. Lucie poussa le fauteuil roulant, s'enfonçant dans le jardin de la maison, qui aurait dû être son refuge le plus sûr, mais qui s'était maintenant transformé en une caverne de voleurs. L'énorme porte principale en bois de chêne n'était pas verrouillée. Lucie la poussa lentement. La scène dans le salon principal lui causa presque la nausée. La pièce était bondée. Didier, son mari, se tenait au centre de la pièce, tenant un verre de vin de Rioja. À ses côtés, Valérie, la femme que Didier avait toujours présentée comme sa secrétaire personnelle, se tenait affectueusement à son bras, vêtue d'une robe rouge flamboyant que Lucie reconnaissait parfaitement. C'était sa robe préférée, celle qu'elle avait achetée à Paris il y a 2 ans. Trinquons à la liberté et à un avenir beaucoup plus brillant, s'écria Didier à voix haute, accueilli par les acclamations de ses prétendus partenaires commerciaux, dont la plupart étaient inconnus de Lucie. Le visage de Didier rayonnait de joie. Il n'y avait pas la moindre trace de tristesse, ce qui était impensable pour un mari qui venait de perdre sa femme. Pour Didier et Valérie, cria l'un des invités. Lucie fit quelques pas de plus vers l'intérieur jusqu'à ce que son ombre bloque la lumière de la grande lampe de lustre qui éclairait le visage de son mari. Le son des chaussures de Lucie frappant le sol en marbre fit que plusieurs invités tournèrent la tête. Un silence sépulcral commença à se répandre, éteignant les rires et les conversations dans la pièce comme une peste. Un par un, tous les regards se posèrent sur la figure de la femme au visage pâle et sans maquillage et sur la jeune femme en fauteuil roulant qui venait de faire irruption. Didier, se rendant compte du changement d'ambiance, tourna également la tête. Le verre lui échappa des mains, s'écrasant au sol et se brisant en 1000 morceaux, répandant le liquide rouge, qui ressemblait à du sang, sur le tapis blanc immaculé. Le visage de Didier devint pâle comme la chaux, comme s'il avait vu un fantôme. Ses yeux étaient exorbités et sa bouche resta grande ouverte, mais il ne put émettre aucun son. Valérie, à ses côtés, lâcha son bras par réflexe et fit un pas en arrière, le visage défiguré par la terreur. « Quoi ? Quoi ?» balbutia Didier, la voix coincée dans la gorge. Lucie, Béatrice. Lucie esquissa un léger sourire, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Son regard était un glaçon qui perçait directement les pupilles de son mari. « Qu'est-ce qui se passe, chérie ? Surpris de nous voir encore respirer ou déçu que ton plan n'ait pas fonctionné à la perfection ? » La panique sur le visage de Didier ne dura que quelques secondes avant de se transformer en un masque de rage pour cacher sa peur. Il ne pouvait pas se permettre de paraître faible devant ses faux collègues de travail. Il devait prendre le contrôle par la force. Didier fit un pas en avant, pointant le visage de Lucie d'un doigt tremblant. « Tu as encore le courage de te montrer ici après ce que tu as fait. Tu es parti sans dire au revoir, tu as emmené ma sœur malade, tu as détourné l'argent de nos comptes et maintenant tu reviens comme si de rien n'était pour gâcher mon événement le plus important. » Les invités commencèrent à murmurer. C'était effectivement le récit que Didier avait construit toute la semaine. Lucie était une femme dépensière, infidèle, qui s'était enfuie avec l'argent. Valérie, qui avait déjà retrouvé son calme, ajouta de l'huile sur le feu. Elle croisa les bras, regardant Lucie avec un profond mépris. « Mon Dieu, Lucie, je pensais que tu avais un peu de honte. Regarde-toi, tu es un désastre. Tu as déjà dépensé tout l'argent volé pour tes caprices et maintenant tu dois revenir ici pour mendier Didier. » Lucie ne répondit pas aux humiliations de Valérie, elle regarda simplement Didier fixement. Argent volé, événement important. Depuis quand une fête d'ivrogne avec ton amante est-elle considérée comme un événement important ? Tu te tais, l'interrompit Didier rapidement.
Il attrapa le bras de Lucie, serrant si fort qu'elle grimaça de douleur. Je n'ai pas besoin d'explication d'une femme rebelle comme toi. Je te demande le divorce maintenant, à cet instant précis. Tu n'es plus ma femme. Emmène ma sœur infirme dans une maison de retraite ou où tu veux. Sors de ma maison tout de suite. Ta maison, demanda Lucie à voix basse, mais avec un ton plein d'intensité. Oui, ma maison, tout ce qu'il y a ici est à moi, cria Didier de plus en plus fort, essayant de se convaincre lui-même et ceux qui l'entouraient. Tu ne vivais que de ma charité. Tu n'es qu'une orpheline pauvre que j'ai recueillie et à qui j'ai donné une vie décente. Et c'est comme ça que tu me le rends. Sécurité. Jetez cette vagabonde à la rue. Plusieurs invités hochèrent la tête, regardant Lucie avec dédain. Ils croyaient à l'histoire de Didier. Ils pensaient que Lucie était une femme ingrate qui avait eu la chance d'épouser un homme d'affaires prospère. Une ironie douloureuse et dramatique. Lucie observa la pièce autour d'elle. Les murs lambrissaient, les lustres en cristal, les tableaux très chers. Didier ignorait un détail absolument fatal. Didier ne savait pas que Lucie, qu'il avait toujours connue comme une fille simple et orpheline, était en réalité l'unique héritière du fondateur du groupe immobilier Les Chênes, le géant corporatif propriétaire de toute cette urbanisation exclusive de la Moraleja. Cette maison, avec les titres de propriété et tout ce qu'elle contenait, était un héritage au nom de Lucie, laissé par son défunt père. Bien avant de rencontrer Didier, Lucie avait caché sa véritable identité avec le désir de trouver un amour sincère. Et c'est ce qu'elle avait obtenu. Un mari avide et obsédé par l'argent. Didier se sentait le pouvoir de l'expulser, sans se rendre compte qu'il marchait sur un terrain appartenant à la même femme qui l'insultait. Béatrice, depuis son fauteuil roulant, serra la main de Lucie, lui envoyant un signal pour qu'elle garde son calme. Lucie hocha légèrement la tête. Elle n'allait pas encore montrer sa carte gagnante. Elle laisserait Didier savourer sa fausse victoire un instant. Elle le laisserait voler très haut avant de le faire s'écraser au sol de toutes ses forces. Très bien, dit Lucie avec une totale sérénité, se dégageant de l'emprise de Didier d'une brusque secousse. Je m'en irai, mais souviens-toi de mes paroles d'aujourd'hui. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter énormément. Didier éclata d'un rire méprisant. Regretter? La seule chose que je regrette, c'est de t'avoir épousé. Hors de ma vue. Lucie fit demi-tour avec le fauteuil roulant de Béatrice. Sans se retourner, elle quitta ce majestueux chalet, laissant Didier, qui leva de nouveau son verre aux côtés de Valérie, célébrant son apparent triomphe. Derrière elle, Lucie put entendre la voix câline de Valérie, enfin, cette tique est partie. Chérie, maintenant cette maison est entièrement à nous. Lucie esquissa un sourire amer dans l'obscurité de la nuit. Profitez en tant que vous le pouvez, pensa-t-elle, car le vrai jeu ne faisait que commencer. Cette nuit-là, il pleuvait à verse. Il semblait que le ciel de Madrid pleurait en prévoyant le destin qui s'abattait sur Lucie. Les éclairs illuminaient par intermittence le salon plongé dans la pénombre. Cela s'était passé exactement une semaine auparavant, la nuit où tout avait changé. Didier se tenait sur le seuil de la porte, vêtu d'un imperméable. Il portait une petite valise cabine. Il semblait pressé, mais il gardait ce doux sourire qui, pendant 2 ans, avait toujours réussi à faire fondre le cœur de Lucie. « Chérie, je pars déjà », dit Didier en lui donnant un baiser sur le front. Ce projet aux îles Canaries est essentiel. Si nous concluons l'affaire, l'année prochaine nous irons en vacances en Suisse. Prends bien soin de toi et de Béatrice. Lucie hocha la tête, obéissante, en lui arrangeant le col de la chemise. Fais très attention sur la route. N'oublie pas de me prévenir dès que tu arrives à l'aéroport de Baraja. Combien de jours resteras-tu là-bas? Probablement 3 ou 4 jours. La couverture dans la zone de construction est mauvaise. Alors si tu n'arrives pas à me contacter, ne t'inquiète pas, répondit Didier en se justifiant. Ses yeux se détournèrent un instant vers la chambre du rez-de-chaussée, où reposait sa sœur, paralysée après avoir subi un léger AVC l'année précédente. Assure-toi de bien fermer toutes les portes. Il y a eu beaucoup de vols dans la région dernièrement. Oui, je fermerai tout, répondit Lucie après que la voiture de Didier eut disparu derrière le portail sous la forte pluie. Lucie rentra rapidement et verrouilla la porte principale. L'immense maison semblait silencieuse et froide. Il n'y avait qu'elle et Béatrice.
Lucie se dirigea vers la chambre du rez-de-chaussée pour vérifier comment allait sa belle-sœur. Béatrice était assise dans son fauteuil roulant devant la fenêtre, regardant la pluie avec un regard perdu. Elle était très maigrée, au cours de la dernière année, elle avait à peine parlé, se limitant à de faibles murmures. Le médecin avait dit que l'AVC avait affecté son système moteur et son élocution. Lucie l'aimait énormément. Elle s'occupait d'elle comme si c'était sa propre sœur car elle savait que Béatrice n'avait personne d'autre au monde à part Didier. « Béatrice, il est tard. Veux-tu que je te prépare une tisane chaude ou préfères-tu aller dormir tout de suite ?» demanda Lucie avec tendresse en lui couvrant les jambes d'une couverture. Béatrice ne répondit pas, mais Lucie remarqua que ses mains tremblaient violemment. « Béatrice, tu as froid. » Lucie lui toucha la main. Elle était glacée et trempée de sueur. Soudain, une odeur étrange atteignit le nez de Lucie. Une odeur pénétrante et forte. Une odeur de gaz. « Pourquoi ça sent le gaz ?» murmura-t-elle, étonnée. Pourtant, cet après-midi, ils ont changé la bouteille de la cuisine extérieure et je suis sûr qu'elle était bien serrée. Lucie fit le mouvement de se diriger vers la cuisine pour vérifier, mais à ce moment-là, elle entendit un bruit inquiétant provenant de la porte arrière, un son métallique, comme si quelqu'un forçait la serrure de l'extérieur. Le cœur de Lucie commença à battre la chamade. Elle se rappela l'avertissement de Didier concernant les voleurs. « Qui est là ?» murmura-t-elle, morte de peur. Elle se tourna vers Béatrice avec l'intention de pousser son fauteuil vers une pièce plus sûre. Mais ce que ses yeux virent fit que le sang se glaça dans ses veines. Béatrice, sa belle-sœur, qui pendant toute une année n'avait pu rester que prostrée dans ce fauteuil, redressa lentement son dos. Ses mains s'agrippèrent si fort aux accoudoirs que ses jointures devinrent blanches. Ses jambes, supposées paralysées, foulèrent le sol avec fermeté. Béatrice se leva, totalement droite. Lucie resta bouche bée, incapable de croire ce qu'elle voyait. « Béatrice, toi !» Béatrice tourna rapidement la tête vers elle. Le regard perdu auquel elle était habituée avait disparu, remplacé par des yeux perçants, brillants et pleins de panique. Elle avança d'un pas rapide, sans traîner les pieds. Marchant avec une totale normalité, elle s'approcha de Lucie et la saisit fermement par les épaules. « Nous sommes en immense danger. Nous devons fuir tout de suite », s'exclama Béatrice d'une voix claire et puissante, sans bégayer ni traîner les mots. « Béatrice, tu peux marcher, tu peux parler. » Lucie était toujours en état de stupéfaction. Son cerveau était incapable de traiter deux chocs simultanés, l'odeur de gaz qui devenait de plus en plus insupportable et la récupération soudaine de sa belle-sœur. « Je t'expliquerai tout plus tard. Maintenant, nous devons sortir d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Mon frère n'est pas allé aux Canaries, il veut nous tuer. » Cette phrase frappa Lucie plus fort que les coups de tonnerre qui éclataient dehors. « Que veux-tu dire par « il veut nous tuer » ? Cette fuite de gaz n'est pas un accident. Didier a manipulé les vannes avant de partir et cette personne à la porte arrière est un homme de main. S'assurant que nous ne puissions pas sortir lorsque la maison explosera. Béatrice tira Lucie avec force par la fenêtre de la salle de bain des invités. C'est la seule serrure qui est cassée et qu'il n'a pas eu le temps de réparer. Allons-y. Sans temps pour poser plus de questions, l'instinct de survie de Lucie prit le contrôle. Elle se laissa entraîner par Béatrice. Elles coururent, accroupies, vers les toilettes du rez-de-chaussée. L'odeur de gaz imprégnait déjà toute la maison, leur provoquant des vertiges. Béatrice, avec agilité, monta sur les toilettes et ouvrit la grande fenêtre. Elle aida Lucie à grimper et à sortir sous la pluie battante. Leurs corps furent instantanément trempés. La boue macula leurs pyjamas. Dès que leurs pieds touchèrent la terre du jardin latéral obscur, Béatrice tira Lucie pour se cacher derrière les buissons denses qui bordaient la parcelle voisine inoccupée. « Baisse-toi » murmura Béatrice. De derrière les buissons, Lucie vit la silhouette de quelqu'un, vêtu entièrement de noir, verser du liquide autour du porche arrière. De l'essence. Lucie se couvrit la bouche des deux mains pour étouffer un cri. Ses larmes se mêlèrent à la pluie. Elle voyait sa maison de rêve, l'endroit où elle avait construit ses illusions matrimoniales, sur le point d'être réduite en cendres. Peu après, la silhouette en noir s'enfuit et sauta le mur d'enceinte. Quelques secondes plus tard, une détonation brutale retentit de la cuisine, suivie d'une immense boule de feu qui dévora l'arrière du chalet. Heureusement, la pluie torrentielle aida à calmer les flammes, les empêchant de consumer immédiatement tout le bâtiment,
bien que les dégâts dans la cuisine et la salle à manger allaient être catastrophiques. Sous la tempête, tremblant de froid et de terreur, Lucie regarda Béatrice. « Explique-moi tout ça, Béatrice. Maintenant. » Béatrice s'essuya le visage mouillé. Ses yeux regardaient tristement les flammes que la pluie tentait d'éteindre. Didier n'est pas un homme d'affaires. C'est un raté, noyé de dettes à cause des paris sportifs et des casinos en ligne. Il doit 5 millions d'euros. Son bureau sur le Paseo de la Castellana, ses employés. Tout est mensonge. Lucie sentit ses jambes flancher. Elle s'effondra sur la terre boueuse. Des dettes? Mais l'argent qu'il me donnait pour les dépenses était de l'argent emprunté à des usuriers et des mafieux. Il a mis en garantie l'acte de propriété de cette maison qu'il a volé de ton coffre-fort. Il a falsifié ta signature, continua Béatrice, dévoilant toute la dure réalité sans pitié. Il t'a épousée parce qu'il croyait que tu avais une assurance vie de plusieurs millions suite au décès de tes parents. Son plan pour cette nuit était de simuler une explosion de gaz. Tu meurs. Il encaisse l'assurance et moi, je suis simplement un fardeau qui meurt carbonisé par accident. Et toi? Tu as fait semblant d'être malade tout ce temps, demanda Lucie d'une voix à peine audible. J'ai récupéré il y a 6 mois. Au début, j'étais vraiment mal, mais avec la rééducation en cachette, j'ai commencé à m'améliorer. Juste au moment où j'allais le dire à mon frère, je l'ai entendu au téléphone parler avec son amante, planifiant ta mort. Je savais que s'il apprenait que j'étais guéri, il m'éliminerait d'abord ou m'obligerait à être sa complice. J'ai donc décidé de me taire, de me faire passer pour muette et paralysée pour rassembler des preuves. Béatrice plongea la main dans une poche cachée sous son pyjama ample et en sortit un vieux téléphone portable hermétiquement enveloppé dans du plastique. Tous les enregistrements sont ici, ses discussions avec son amante, avec les collecteurs de dettes, tout. Pardonne-moi de n'avoir pas agi jusqu'à aujourd'hui. J'attendais le moment où il mettrait son plan à exécution pour avoir des preuves irréfutables de tentative de meurtre. Lucie resta silencieuse. Son cœur était brisé en 1000 morceaux. Le mari qu'elle aimait, à qui elle avait tout donné, s'avérait être un monstre prêt à la brûler vive pour payer ses dettes de jeu. Peu à peu, la tristesse dans le cœur de Lucie se transforma en quelque chose de différent, quelque chose d'ardent et de brûlant, plus chaud que le feu de sa cuisine. La vengeance. Lucie se leva, secouant la boue de ses mains. Son visage, baigné par la pluie, se durcit. La douceur de son regard s'évanouit, laissant place aux yeux froids d'une femme qui avait tout perdu et qui n'avait plus peur. Nous n'irons pas à la police maintenant, Béatrice, décréta Lucie froidement. Mais pourquoi? Nous avons les preuves. Si nous allons au commissariat, ils l'enfermeront. Ce serait trop facile. Il doit ressentir une douleur bien pire qu'une simple condamnation en prison. Il voulait la richesse, il voulait le statut. Je vais lui détruire la vie pièce par pièce jusqu'à ce qu'il supplie de mourir. Lucie regarda Béatrice fixement. Es-tu prête à m'aider? Béatrice soutint le regard de sa belle-sœur et hocha la tête avec détermination. Je ferai tout pour couler ce démon. Parfait. À partir de maintenant, nous sommes cachés. Nous le laisserons penser que nous sommes mortes ou disparues. Nous préparons notre plan. Lucie tourna le regard vers la maison d'où sortait encore de la fumée. Et souviens-toi, Béatrice, devant lui, tu devras redevenir l'infirme. Ce sera notre meilleure arme secrète. Cette nuit-là, sous la tempête, Lucie cessa d'être une épouse naïve. Elle était renaissante en tant que vengeresse patiente et létale. La trahison de Didier avait réveillé le lion endormi en elle, la véritable et unique héritière. Le taxi qu'elles avaient pris les déposa devant une vieille grille en fer rouillé, très en périphérie de Madrid, dans une zone boisée et enveloppée de brouillard de la Sierra de Guadarrama. Le taxiste regarda ses passagères avec méfiance dans le rétroviseur. 2 femmes aux vêtements tachés de boue et au visage d'épuisement extrême. L'une d'elles ne portait même pas de chaussures adéquates. Cependant, l'épaisse liasse de billets de 50 € que Lucie lui avait remise le fit se taire et il accéléra rapidement dès qu'elles descendirent. Il s'agissait d'une ancienne maison rurale en pierre, héritage des parents de Lucie, qui était inhabitée depuis longtemps. C'était une construction robuste, cachée derrière des pins touffus et des mauvaises herbes qui avaient poussé sans contrôle. Pour le reste du monde, Lucie était une jeune orpheline de la classe ouvrière, mais cette propriété était le témoin muet de son enfance entourée de luxe, avant qu'elle ne décide de mener une vie modeste.
Lucie sortit une clé de rechange qu'elle portait toujours autour du cou comme un pendentif. Un petit secret que Didier n'avait jamais découvert. Avec un grincement qui déchira le silence de l'aube, la grille céda. Béatrice, qui marchait maintenant droite à ses côtés, l'aida à se tenir, car Lucie boitait après s'être tordu la cheville en sautant par la fenêtre de la salle de bain. « Sommes-nous en sécurité ici ?» demanda Béatrice, balayant le jardin sombre du regard avec une attitude vigilante. « Totalement en sécurité. » Didier ignore l'existence de cet endroit. Sur le plan légal et au registre foncier, cette propriété appartient à une société à responsabilité limitée étrangère. « Elle n'est pas directement à mon nom », répondit Lucie en ouvrant la lourde porte en chêne. L'odeur de poussière et d'enfermement les accueillit, mais pour Lucie, c'était l'odeur du salut. Elles n'allumèrent pas les lumières principales pour ne pas alerter les quelques voisins de la zone. Elles se débrouillèrent avec la lumière de la lune qui filtrait par les grandes fenêtres et la lampe de poche du téléphone de Béatrice. Elles s'assirent sur un canapé du salon encore couvert d'un drap blanc plein de poussière. « Maintenant, » dit Lucie, la voix rauque par la fatigue et les émotions poussées à l'extrême. Elle regarda Béatrice dans les yeux. « Montre-moi tout. J'ai besoin de savoir jusqu'à quel point l'homme qui a dormi à mes côtés pendant 2 ans est pourri. » Béatrice hocha la tête. Elle sortit de nouveau le vieux portable enveloppé dans du plastique. Avec des mains tremblantes, elle déverrouilla l'appareil. L'écran était fissuré, mais fonctionnait parfaitement. D'accord. Béatrice ouvrit un dossier rempli de fichiers audio. Cet enregistrement date d'il y a 2 jours. Quand tu es allé au marché, expliqua-t-elle en appuyant sur le bouton de lecture. La voix de Didier résonna clairement à travers le petit haut-parleur, suivi par le rire câlin d'une femme que Lucie identifia instantanément comme Valérie. « Chérie, es-tu sûre que ça va bien se passer ? Et si la police se doute de quelque chose ?» on entendit Valérie dire d'un ton inquiet, mais aussi excité. « Tranquille », répondit Didier avec cette arrogance qui fit bouillonner le sang de Lucie. « Avec de l'argent, il est facile de tromper les autorités locales. D'ailleurs, qui se souciera de la mort d'une femme au foyer ordinaire et d'une infirme qui ne fait que poser des problèmes? Tout le monde pensera que c'est un tragique accident domestique. Une fuite de gaz, ça arrive tous les jours. Et que faisons-nous de Béatrice? Elle est dans la chambre en bas. Ah, celle-là est un légume. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas parler. Qu'elle meure une bonne fois pour toutes. Un point en moins pour moi. Pour que tu saches, j'en ai marre de faire semblant d'être le frère dévoué. Ces médicaments coûtent une fortune. Je préfère dépenser cet argent pour t'acheter des sacs de marque. » Lucie se couvrit la bouche, retenant les sanglots qui lui serraient la gorge. Écouter son mari appeler sa propre sœur légume B, le fardeau était déchirant. Béatrice, à ses côtés, regardait seulement le sol, les poings serrés. Elle avait déjà entendu cela. Mais l'entendre de nouveau devant Lucie continuait de lui faire mal à l'âme. Mais en une autre, ordonna Lucie d'une voix glaciale. « Je veux entendre celle sur les dettes. » Béatrice reproduisit le fichier suivant. Cette fois, la voix de Didier semblait terrifiée, sa respiration haletante. Il parlait au téléphone avec quelqu'un. « Patron, s'il vous plaît, donnez-moi une semaine de plus. Je vous le jure. Ma femme a une assurance vie de plusieurs millions. Je viens de trouver la police. Ce sont 5 millions d'euros. Dès qu'elle cassera sa pipe, j'encaisserai le chèque et je vous paierai jusqu'au dernier centime avec les intérêts. » La voix à l'autre bout de la ligne sonna grave et menaçante. « Écoute attentivement, petit. Le chef Mercier, le serpent, n'aime pas attendre. Tu as utilisé son nom pour escroquer des gens? Tu as falsifié sa signature sur ses contrats de terrain frauduleux? Si la semaine prochaine l'argent n'est pas là, non seulement nous prendrons ta maison, mais nous te prélèverons tes organes pour les vendre. Oui, monsieur, je vous le jure. Cette nuit même, je m'occupe de ma femme. » Lucie soupira profondément, se penchant en arrière sur le canapé. « Alors c'est ça, il ne doit pas seulement de l'argent de Paris, mais il s'est aussi mis avec des mafieux. Le chef Mercier, j'en ai entendu parler. C'est l'un des prêteurs les plus dangereux des bas-fonds de Valca. » « Il y a autre chose, » l'interrompit Béatrice. « Ce n'est pas une preuve d'un crime, mais de sa plus grande faiblesse, quelque chose qui le terrifie au point de le rendre fou. » Béatrice reproduisit un audio enregistré 1 an auparavant, alors qu'elle ne vivait avec eux que depuis peu et ne faisait pas encore semblant d'être complètement muette.
On entendait Didier, apparemment ivre ou somnambule, délirant avec Valérie. Ne ferme pas la porte. Ne m'enferme pas ici, criait Didier, complètement hystérique, le souffle coupé comme s'il s'étouffait. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Ce n'est qu'un ascenseur. Nous allons monter au dernier étage de l'hôtel, disait Valérie confuse. Je ne peux pas. C'est très étroit. Les murs se rapprochent de moi. Ouvre. Je ne peux pas respirer. Quand j'étais petit, mon père m'a puni en m'enfermant toute la journée dans un conteneur au port de Valence. Il faisait noir. Il faisait chaud. Je ne pouvais pas bouger. Je ne veux pas retourner là-bas. Ne m'enferme pas. Béatrice arrêta l'enregistrement. Il a une claustrophobie extrême, une panique irrationnelle des espaces clos et petits. Il évite toujours les petits ascenseurs, ne verrouille jamais la porte quand il va aux toilettes et dort toujours avec la lumière allumée et la porte entr'ouverte. Lucie resta silencieuse quelques instants, assimilant l'information tout en regardant l'obscurité de la pièce. Son esprit brillant commença à assembler toutes les pièces pour forger une arme létale. Didier avait une phobie des espaces clos, une panique de l'obscurité. Il était acculé par un mafieux appelé Mercier. Et le plus important, Didier était convaincu qu'elles étaient mortes. Il croit qu'il est le prédateur, murmura Lucie tandis que ses lèvres se courbaient en un sourire machiavélique. Mais il n'a aucune idée qu'il vient de réveiller le dragon. Lucie regarda Béatrice intensément. Béatrice, tu es ma témoin clé. Mais plus que cela, tu es ma partenaire dans cette affaire. Veux-tu voir ton frère plongé dans la misère la plus absolue? Béatrice lui rendit son regard sans la moindre hésitation. Il est mort pour moi au moment où il a allumé l'allumette. Je veux qu'il paie pour chaque larme que tu as versée. Parfait, dit Lucie, se levant, ignorant la douleur de sa cheville, observant la pleine lune qui brillait en haut. Cette nuit, nous nous reposons. Demain, la chasse commence. Nous n'utiliserons pas la force physique, nous attaquerons son esprit, sa santé mentale jusqu'à ce qu'il ne puisse plus distinguer la réalité de ses pires cauchemars. Dans cette maison rurale isolée, 2 femmes blessées unirent leurs forces. Cette nuit marqua le point de basculement où Lucie abandonna son identité d'épouse soumise et récupéra son trône de femme qui tirait les ficelles. Les rayons du soleil matinal se glissèrent par les fentes des volets, illuminant le visage de Lucie, qui était éveillée depuis l'aube. Elle n'avait pas bien dormi, mais l'adrénaline maintenait son corps rempli d'énergie. Elle était assise à la vieille table en bois de la salle à manger, gribouillant des schémas sur une feuille avec un stylo. Béatrice sortit d'une des chambres, l'air beaucoup mieux après avoir pris une douche. Bien qu'elle portât les mêmes vêtements lavés de la veille, elle apportait 2 tasses de thé chaud. « Tiens, bois un peu », dit Béatrice en posant la tasse sur la table. « Quel est le plan ?» Lucie but une gorgée de thé. Ses yeux brillaient d'intensité. Première phase. Nous avons besoin de ressources. Pendant tout ce temps, j'ai caché à Didier qui je suis vraiment et peut-être à toi aussi. Lucie sortit son téléphone portable qu'elle avait heureusement emporté avec elle en s'échappant. Elle composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Allô? On entendit une voix surprise à l'autre bout du fil. Madame Lucie, mon Dieu, où vous êtes-vous fourrée? J'ai essayé de vous contacter pendant une semaine, mais votre téléphone était éteint. J'ai appris qu'il y avait eu un incendie dans votre chalet. C'est une longue histoire, maître Arthur. J'ai besoin de votre aide. Réactivez immédiatement mon accès au compte du fonds fiduciaire familial et bloquez toutes les cartes de crédit supplémentaires au nom de Didier. Mais ne le faites pas de manière brusque. Faites en sorte que cela ressemble à une défaillance du système bancaire ou à un dépassement de limite. Qu'il ne soupçonne pas que c'est moi. Béatrice regardait Lucie totalement déconcertée. Fonds fiduciaire. Maître Arthur. Après avoir raccroché, Lucie se tourna vers sa belle-sœur. Mon père était le fondateur du groupe immobilier Les Chênes, l'entreprise qui a construit l'urbanisation où nous vivions. Je suis son unique héritière, Béatrice. Tous ses actifs, y compris la maison que ton frère a essayé de brûler, sont légalement à moi et sont gérés par le cabinet d'avocats de Maître Arthur jusqu'à ce que je décide de les utiliser. La mâchoire de Béatrice se décrocha. C'est-à-dire que tu es millionnaire? Pourquoi as-tu décidé de vivre humblement avec Didier s'il te reprochait toujours l'argent des courses? Lucie sourit avec amertume. Par naïveté, je voulais qu'on m'aime pour Lucie, pas pour être l'héritière des Chênes.
Je pensais que Didier m'aimait vraiment et il s'avère qu'il n'a épousé la pauvre orpheline que pour une maudite assurance vie. Imagine s'il avait su la vérité. Il m'aurait assassiné le premier mois de mariage. Lucie se reconcentra sur ses notes. Maintenant, avec de l'argent illimité et tes enregistrements, nous allons monter un scénario parfait pour Didier. Phase 1, recueillir des preuves médico-légales. Cette nuit, nous devons retourner à la maison, décréta Lucie. À la maison brûlée? C'est très dangereux. Elle sera sûrement sous-scellée par la police, avertit Béatrice. Exactement. La police scientifique a déjà fait l'inspection visuelle préliminaire. Cette nuit, la maison sera vide. Nous devons nous y faufiler pour récupérer certaines choses que la police a négligées et pour laisser un petit cadeau à Didier. Lucie expliqua qu'elle avait besoin d'installer des micro-caméras de surveillance et des haut-parleurs sans fil cachés dans les coins de la maison qui n'avaient pas brûlé. Le système domotique de sécurité de la maison était toujours opérationnel et Lucie, en tant que véritable propriétaire, avait un accès administrateur total depuis son téléphone portable, ce que Didier ignorait. Phase 2, guerre psychologique. Nous allons le rendre fou. Tu m'as dit qu'il a une peur panique de l'obscurité et des espaces confinés. Eh bien, nous allons jouer avec ça. Lucie entoura le mot phobie sur le papier. Je vais reprogrammer la domotique pour que les portes se bloquent au hasard, les lumières s'éteignent et des audios effrayants retentissent. Nous le tourmenterons sur son propre territoire. Phase 3, le piège financier. J'appellerai le chef Mercier de manière anonyme, poursuivit Lucie, tambourinant des doigts sur la table. Je lui dirai que Didier est bien vivant et en pleine forme, profitant de sa grande vie dans sa maison, mais je demanderai à Mercier d'attendre le moment parfait pour venir encaisser. Juste au moment où Didier se sentira au sommet du monde. Phase 4, la performance stellaire de Béatrice. Lucie regarda les jambes de sa belle-sœur. C'est la partie la plus difficile. Tu vas devoir faire semblant d'être paralysé à nouveau. Quand nous ferons notre entrée triomphale, probablement la semaine prochaine quand il organisera une fête pour célébrer notre mort, tu devras être en fauteuil roulant. Ton regard doit être vide. Ne dis pas un seul mot avant que je te donne le signal. Béatrice hocha la tête avec aplomb. Je peux le faire. Je m'entraîne depuis 1 an. Ce même midi, Maître Arthur se présenta à la Finca rurale avec une mallette pleine d'argent liquide, un ordinateur portable de dernière génération et les appareils électroniques que Lucie lui avait commandés. L'avocat chevronné se montra horrifié en écoutant l'histoire, mais admira la force de caractère de la fille de son défunt client. Je préparerai toute la documentation légale de vos propriétés pour qu'elle soit prête lorsque vous déciderez de mettre votre mari à la rue. L'acte original de la maison est en sécurité dans le coffre-fort de notre cabinet. Ce que Didier a brûlé était sûrement une fausse copie qu'il a lui-même falsifiée, expliqua Maître Arthur. Cette nuit-là, vêtues entièrement de noir, Lucie et Béatrice s'infiltrèrent de nouveau dans l'urbanisation exclusive avec l'aide de Maître Arthur, qui distrayait le garde de sécurité de la guérite. Elles réussirent à entrer par l'arrière du jardin en utilisant le sentier des jardiniers. Le chalet présentait un aspect lugubre. La cuisine était carbonisée et une partie du toit s'était effondrée, couverte maintenant par des bâches bleues et des rubans de police. Cependant, le salon principal et la chambre à l'étage étaient intacts, bien que l'odeur de fumée fût toujours asphyxiante. Avec le plus grand soin, Lucie entra par la même fenêtre par laquelle elle s'était échappée. Son cœur battait à 1000 à l'heure. Elle installa les micro-caméras derrière les tableaux du salon, parmi les livres des étagères et dans le faux plafond de la chambre principale. Elle cacha également de minuscules haut-parleurs à l'intérieur des grilles de la climatisation. Pendant ce temps, Béatrice se chargea de chercher des documents dans le bureau de Didier qui avait été épargné par le feu. « Lucie, regarde ça », murmura Béatrice en désignant un calendrier de table. Le vendredi de la semaine suivante était marqué au marqueur rouge et à côté il était écrit en lettres majuscules « Fête, l'assurance paie, célébration, nouvelle vie ». Lucie regarda le calendrier avec une froideur homicide. Didier était totalement convaincu que son plan avait fonctionné. Il préparait déjà une fête aux dépens de la souffrance de sa famille. « Profite de ta fête, chérie », murmura Lucie dans l'obscurité de la pièce. « Parce que ce sera ton dernier souper. » Elles sortirent de la maison sans laisser de traces, laissant derrière elles des yeux et des oreilles qui enregistreraient chaque mouvement de Didier et Valérie. Le plateau était préparé, les preuves assurées et l'arme chargée. Lucie n'avait plus qu'à attendre le moment opportun pour appuyer sur la gâchette. La semaine passa lentement.
Lucie surveillait tout depuis la maison rurale via l'écran de son ordinateur portable. Elle vit Didier revenir à la maison 2 jours après l'incendie, accompagné de Valérie. Elle les vit rire. Elle vit Didier crier sur les policiers parce que la compagnie d'assurance refusait de payer sans l'apparition des corps. Elle vit Valérie jeter les affaires de Lucie. Lucie se retint. La patience était la clé, jusqu'à ce qu'enfin arrive le jour marqué sur le calendrier. Le jour où Didier avait invité ses amis à son grand événement, le jour où Lucie décida de ressusciter d'entre les morts. « Prête, Béatrice ?» demanda Lucie en se regardant dans le miroir en pied. Elle ne portait plus de vieux vêtements, mais un élégant tailleur noir qui rayonnait de pouvoir et d'autorité et un maquillage impeccable mais froid. Béatrice était déjà assise dans le fauteuil roulant, étant revenue à son mode paralysé, mais sous la couverture qui lui couvrait les jambes, elle cachait un dispositif d'enregistrement connecté directement au serveur central. Prête. Nous allons leur donner une crise cardiaque. Elles quittèrent la propriété et montèrent dans le véhicule de luxe avec chauffeur qu'elles avaient loué. La chasse finale avait commencé. La tension dans le somptueux salon était palpable. Après les derniers mots de Lucie, Didier était toujours debout, respirant difficilement, le visage rouge de rage et d'humiliation. À ses côtés, Valérie fusillait Lucie du regard, comme si elle était un insecte gênant à écraser. Les invités, la plupart des arrivistes que Didier essayait d'impressionner, commençaient à s'agiter, mal à l'aise. Ils chuchotaient entre eux, se demandant quel genre de feuilleton se déroulait dans cette maison de riches. « Qu'est-ce que tu attends ? » Dehors d'ici, cria de nouveau Didier, désignant la porte principale ouverte derrière Lucie. « Sécurité ! Sortez ces traînées s'il le faut. » Lucie ne broncha pas. Elle fit tourner le fauteuil roulant de Béatrice très lentement, comme si elle obéissait aux ordres de son mari. Cependant, juste au moment où elle atteignit le seuil, elle s'arrêta net. Elle ne sortit pas, elle se retourna et regarda Didier avec un sourire si énigmatique qu'il lui fit dresser les poils sur la nuque. « Tu me chasses de ma propre maison, mon cher ?» demanda Lucie d'un ton bas et glacial. « Comme tu veux, mais il semble que cette maison n'ait pas envie que je parte. » Au moment où elle prononça ces mots, l'immense porte en bois massif se ferma d'un coup derrière elle. Boum. Le claquement retentissant résonna dans tout le salon, arrachant un cri de surprise à Valérie. Didier fit un bond. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » « Un courant d'air, » murmura Didier. Lucie élargit son sourire. Elle appuya sur un unique bouton sur l'écran de son téléphone portable. L'instant d'après, le son synchronisé de dizaines de loquets métalliques se fit entendre dans toute la maison. Le système domotique intelligent venait de bloquer absolument toutes les portes et fenêtres. Les épais volets de sécurité automatisés commencèrent à descendre lentement, bloquant toute vue de l'extérieur et transformant le chalet en un coffre-fort hermétique. « Pourquoi fait-il si sombre, Didier ? » « Allume les lumières !» cria Valérie, prise de panique en voyant que les volets bloquaient la lumière des lampadaires, mais au lieu de s'illuminer. Le gigantesque lustre en cristal suspendu au-dessus de leur tête commença à clignoter de manière erratique jusqu'à ce qu'il s'éteigne complètement. Une obscurité absolue dévora la pièce. Les cris de panique des invités remplirent l'air. La seule lumière provenait des écrans de quelques téléphones portables que certains invités avaient allumés, projetant des ombres grotesques et terrifiantes sur les murs. « Calmez-vous tous. Ce n'est qu'une panne de courant. » « Les plombs ont sauté !» criait Didier d'une voix tremblante, tâtonnant désespérément le mur à la recherche de l'interrupteur. Mais c'était inutile. Le tableau électrique était entièrement sous le contrôle de Lucie. Au milieu de ces ténèbres, la respiration de Didier commença à devenir lourde, erratique. Il sentait qu'il manquait d'air. Les murs de la maison, couverts par les volets baissés, semblaient se déplacer vers lui. L'écrasant. La terreur primordiale qu'il enfouissait au plus profond de son être depuis des années commença à affleurer d'un coup. La claustrophobie. Didier sentit qu'il redevenait cet enfant terrifié, enfermé dans un conteneur au port de Valence, suant dans l'obscurité, incapable de bouger. « Ouvrez les fenêtres, je m'étouffe !» balbutia Didier, trébuchant sur une table basse et faisant tomber plusieurs verres au sol avec fracas. Soudain, une voix déchira l'obscurité. Elle ne provenait de personne dans la pièce, mais du système de sonorisation caché dans les plafonds. La voix était forte, nette et terrifiante. « Chérie, es-tu sûr que ça va bien se passer ? Et si la police se doute de quelque chose ?» C'était la voix de Valérie.
La vraie Valérie, qui était recroquevillée dans un coin, tremblante, se couvrit la bouche d'horreur. Ses yeux étaient exorbités. Puis résonna la réponse. La voix de Didier. Tranquille, avec de l'argent, il est facile de tromper les autorités. D'ailleurs, qui se souciera de la mort d'une femme au foyer ordinaire et d'une infirme qui ne fait que poser des problèmes? Qu'elle meure. L'enregistrement de sa conspiration meurtrière fut diffusé à un volume assourdissant, rebondissant sur les murs fermés du salon. Pour les invités, c'était une scène de terreur psychologique et la découverte d'une intrigue criminelle. Ils comprenaient que ce n'était pas un drame matrimonial. C'était la confession d'un meurtre. Ce n'est pas ma voix. C'est un montage. Éteignez ça. Qui me fait cette blague? Criait Didier hystérique, se bouchant les oreilles et tournant en rond dans l'obscurité comme un dément. Il sentait que les murs allaient l'écraser. Sombre, étroit, sans issue. Lucie, qui restait stoïque près de la porte avec la télécommande à la main, appuya sur le bouton suivant. Cette fois, le son strident d'une fuite de gaz sous pression remplit la pièce, suivi d'un violent bruit sourd simulé par les basses des haut-parleurs. Boum. Le feu, ça va exploser, cria l'un des invités, contaminé par l'hystérie collective. Didier tomba à genoux sur le sol en marbre et se recroquevilla en serrant ses jambes. Son esprit était brisé. Le mélange mortel d'une crise de panique claustrophobe sévère et de la terreur d'entendre ses propres crimes lui fit perdre le contact avec la réalité. Il croyait que les fantômes de Lucie et Béatrice étaient revenus de la tombe pour l'entraîner en enfer, oubliant complètement que les vrais Lucie et Béatrice étaient à quelques mètres de lui, l'observant impassible. Pitié, pitié, pleurnichait Didier sur le sol. Ne me brûlez pas, ne m'enfermez pas, s'il vous plaît. Je paie la dette. Je paie tout. Valérie tenta de s'approcher de lui, lui secouant l'épaule. Didier, réagis, s'il te plaît. Ne me fais pas honte devant ces gens. Ce n'est qu'un enregistrement. Mais Didier repoussa la main de Valérie d'une gifle brutale. Loin de moi. Tu m'as convaincu de les tuer, sorcière de l'enfer. La confession jaillit des lèvres de Didier spontanément, entendue parfaitement par tous les témoins réunis. Le silence le plus sépulcral s'abattit sur la pièce. Interrompu seulement par les sanglots plaintifs de Didier, recroquevillé en position fétale. Les invités reculèrent lentement, s'éloignant du couple, les regardant avec un dégoût et une répulsion absolue. Lucie contemplait le spectacle le visage impassible. Elle ne ressentait pas la moindre pitié. Elle se rappela ce que Béatrice avait dû souffrir en faisant semblant d'être paralysée pendant 1 an, comment ils avaient mis le feu à l'héritage de son père, comment ils avaient failli mourir asphyxiés par le gaz. Cette punition lui semblait encore insuffisante. Le cirque est terminé, murmura Lucie à Béatrice. Nous allons le détruire avec la pure réalité. Lucie fit glisser un doigt sur l'écran de son téléphone portable. Il était temps d'allumer les projecteurs pour l'acte final. Les lumières s'allumèrent d'un coup, puissantes et aveuglantes pour des yeux déjà habitués à la pénombre. L'impact visuel fut dévastateur. Didier, recroquevillé sur le marbre, baigné de sueur froide et de larmes, faisait vraiment pitié. L'image de l'homme d'affaires triomphant s'était évanouie, révélant un lâche pathétique qui tremblait sans contrôle. Valérie était rigide à ses côtés, pâle comme un fantôme, le maquillage coulant, rendant sa robe parisienne ridicule au milieu de ce désastre. Les invités les regardaient avec une condamnation évidente. Les murmures recommencèrent, cette fois beaucoup plus forts. Assassin. Il voulait tuer sa femme pour de l'argent. C'est un putain de psychopathe. Lucie fit un pas en avant. Le son de ses talons marquait un rythme intimidant. Elle tenait à la main une épaisse chemise bleue que Béatrice lui avait discrètement remise pendant la coupure de courant. Béatrice était toujours assise dans son fauteuil, imperturbable, mais avec une étincelle de triomphe dans le regard. Lucie s'arrêta juste devant Didier. Il leva les yeux, les plissant à cause de l'éclat de la lumière et vit la silhouette de Lucie se dressant au-dessus de lui comme la déesse même de la vengeance. « Ta petite scène est-elle terminée, Didier ?» demanda Lucie calmement, bien que ses mots fendent l'air comme des lames. « Maintenant, nous allons revoir les faits. » Lucie jeta en l'air le contenu de la chemise. Une pluie de feuilles tomba sur le visage et le corps de Didier, se dispersant sur le sol comme une sentence de condamnation. Un des documents tomba aux pieds de Valérie. La femme le ramassa de main tremblante. C'était un relevé bancaire.
Regarde bien, Didier, dit Lucie à voix haute pour que tous l'entendent, toujours à te vanter de ta fortune, de tes projets millionnaires, et il s'avère que le solde de tes comptes est de 5 misérables euros. Passe à la page suivante. Transfert quotidien vers des casinos en ligne et des portails de Paris. Tu as gaspillé 5 millions d'euros au cours des 2 dernières années. Didier regarda les papiers, les yeux exorbités. D'où as-tu sorti ça? Je suis l'épouse que tu traitais comme une idiote. Tu t'en souviens, répliqua Lucie avec sarcasme. Elle désigna un autre papier qu'un des invités avait ramassé. C'est la lettre de refus de l'assureur. La police d'assurance vie que tu voulais encaisser a expiré il y a 3 ans parce que mon père a cessé de payer les primes avant de décéder. Donc l'incendie et ta pathétique tentative d'homicide de la semaine dernière n'ont servi à rien. Tu as brûlé ta maison pour un argent qui n'existe pas. Le visage de Didier passa du rouge au blanc cadavérique. Sa dernière espérance de solder la dette avec la mafia venait de s'évaporer. Il était ruiné. C'était un délinquant et pour couronner le tout, il avait été pris la main dans le sac. Mais Lucie gardait le meilleur pour la fin. Elle sortit de son sac un dernier document, un imprimé officiel avec le cachet du notaire et l'écusson de l'État. L'acte de propriété est le détail le plus important de tout, annonça Lucie en ouvrant l'acte et en le montrant à Valérie et aux invités. Tu disais que c'était ta maison. Tu disais que je vivais à tes crochets. Lis à voix haute le nom du propriétaire. Valérie lut le texte, les lèvres tremblantes. Titulaire des droits de propriété, Lucie Monte. Exactement, conclut Lucie. Ce chalet, ce terrain et tous les actifs du groupe immobilier Les Chênes sont un héritage direct de mon père. Je suis la propriétaire des lieux sur lesquels tu te tiens. Didier, tu n'as absolument rien. La voiture de location que tu conduis, les prêts impayés à mon nom, ta fausse montre. Même ce costume que tu portes, tu l'as payé avec ma carte de crédit supplémentaire, que j'ai annulée ce matin même. Valérie, qui croyait avoir piégé un millionnaire en le dérobant à une épouse simple, sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle s'était donné corps et âme à un escroc sans le sou. La rage éclata en elle, dépassant de loin la honte. Tu m'as trompé, espèce de salaud, hurla Valérie, hystérique. Elle se jeta sur Didier, qui était toujours étendu sur le sol. ZZZZZ. Une gifle retentissante atterrit sur la joue de Didier, lui laissant la marque rouge des doigts. Tu m'as dit que tu étais le directeur général de l'entreprise, que ta femme dépensait ton argent. Le parasite, c'est toi. Valérie commença à frapper Didier sauvagement avec son sac de créateur. Didier, toujours paralysé par la stupéfaction, ne parvint qu'à se couvrir faiblement le visage. Valérie, écoute-moi un instant. Je ne veux pas t'entendre, ordure. Rends-moi les économies que tu m'as empruntées, cria-t-elle en lui crachant au visage. Les invités observaient la raclée avec un mélange de dégoût et de satisfaction morbide. Beaucoup sortirent leur téléphone pour filmer la scène humiliante. La vidéo du faux homme d'affaires se faisant tabasser par son amante mettrait des minutes à devenir virale. Lucie recula, laissant de l'espace à Valérie pour qu'elle déchaîne sa fureur. Elle croisa les bras, se délectant du spectacle. La destruction de l'ego d'un narcissique en public était une punition 1000 fois pire que la prison. Didier, un homme obsédé par les apparences et le statut, était battu par sa propre amante sur le sol du salon de sa femme, devant la même haute société à laquelle il prétendait appartenir. Ça suffit, rugit finalement Didier, poussant Valérie avec tant de force qu'il la fit tomber sur le dos. Didier se leva, titubant. Il avait les cheveux en bataille, le costume en désordre et le visage couvert de griffures. Il regarda autour de lui, les yeux injectés de sang, cherchant une sortie, mais les portes restaient hermétiquement closes. Son regard de pure haine se posa sur Lucie. Il savait qu'il était fini. Il n'avait plus d'argent. Sa réputation était en poussière et un homme qui n'a plus rien à perdre est l'animal le plus dangereux. Tout cela est de ta faute, grogna Didier d'un ton guttural, comme une bête acculée. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un petit couteau à cran d'arrêt qu'il portait toujours sur lui. Il fit jaillir la lame. Si je coule, tu viens avec moi en enfer. Didier se jeta sur Lucie, le couteau en avant. Seuls quelques mètres les séparaient. Plusieurs invités crièrent d'horreur. Valérie se couvrit les yeux. Lucie ne bougea pas. Elle n'essaya pas de fuir, elle resta simplement immobile,
regardant fixement l'homme qui courait vers elle pour lui ôter la vie, car Lucie savait qu'il y avait quelqu'un dans la pièce qui ne permettrait jamais à Didier de lui toucher un seul cheveu. Derrière elle, Béatrice entra en action. Les mains qui, pendant des mois, avaient reposé languissantes sur ses jambes bougèrent avec la rapidité d'un cobra, saisissant un lourd vase en céramique andalouse qui reposait sur un meuble voisin. Le moment était venu pour Béatrice de cesser de jouer la comédie. Le moment où la jeune femme en fauteuil roulant se lèverait pour la dernière fois pour protéger la seule personne qu'elle considérait comme sa famille. Et Didier, aveuglé par la rage, n'avait même pas considéré sa sœur légume comme une menace. Le temps sembla ralentir dans ce salon étouffant. Didier, les yeux injectés de sang, porta un coup direct à l'abdomen de Lucie. Il était si près qu'elle pouvait voir son propre reflet dans les yeux fous de son mari. Mais Lucie resta immobile, non par panique, mais parfois aveuglant la personne qui se tenait derrière elle. « Meurs !» cria Didier. Crac. Un bruit sourd et brutal déchira la tension de l'ambiance, suivi par le son de 1000 morceaux de céramique pleuvant sur le sol. Ce n'était pas le bruit d'un couteau perforant la chair, c'était le son d'un vase de 3 kg s'écrasant violemment contre le côté du crâne de Didier, une fraction de seconde avant que la lame n'effleure les vêtements de Lucie. L'impact fut si fort que Didier fut projeté sur le côté, perdant l'équilibre. Il s'effondra lourdement sur le tapis. Le couteau vola loin de lui. Un filet de sang commença à couler de sa tempe. Silence. Un silence dense et électrisant s'empara de la pièce. Tous les regards passèrent de Didier, tombé, à la figure qui venait de brandir le vase. Béatrice, avec une lenteur délibérée, retira la couverture qui cachait ses jambes, serra les mains contre les accoudoirs et, avec une profonde expiration, propulsa son corps vers le haut. Ses pieds se posèrent fermement sur le marbre. Ses genoux se mirent en parfaite posture. Elle resta debout, complètement droite, sans chanceler, sans aucune aide. Didier, toujours étourdi et portant la main à sa tête ensanglantée, leva les yeux, les ouvrit jusqu'à ce qu'il sembla qu'ils allaient sortir de leurs orbites. Il secoua la tête, convaincu que la contusion lui provoquait des hallucinations. Béatrice, siffla Didier d'une voix étranglée. Tu étais paralysé. Béatrice regarda son frère avec un mépris glacial, un regard que Didier n'avait jamais vu chez elle. Il n'y avait plus aucune trace de la Béatrice faible et sans défense. Il n'y avait plus aucune trace de la Béatrice muette. Je suis guérie, Didier, proclama Béatrice d'une voix retentissante, résonnant dans le salon silencieux et obligeant les invités à retenir leur souffle. Je me suis guérie parce que j'avais besoin de protéger Lucie d'un monstre comme toi. J'ai tout vu. J'ai entendu comment tu planifiais de nous brûler vives. J'ai enregistré toutes tes ordures pendant que tu croyais que je n'étais qu'un sac de chair inutile dans ce fauteuil. Béatrice fit un pas en avant, s'approchant de l'homme étendu sur le sol. Chaque pas qu'elle faisait était un coup de marteau direct sur le psychisme de son frère. Tu m'appelais un fardeau. Tu m'appelais un légume. Béatrice lui donna un violent coup de pied dans la jambe, libérant la rage contenue d'une année entière d'humiliation. Eh bien, il s'avère que c'est le légume qui a détruit ta misérable vie cette nuit. Didier recula en rampant. Envahi par la terreur. Ce n'est pas possible. C'est un cauchemar. Juste au moment où l'esprit de Didier achevait de se fracturer en voyant sa sœur marcher, Lucie appuya de nouveau sur l'écran de son téléphone portable. Clic. Le système de la porte principale se déverrouilla. J'ai ouvert la porte, informa Lucie d'un ton monotone. Mais il me semble, mon cher, que tes invités d'honneur viennent d'arriver. L'énorme porte en chêne fut poussée violemment de l'extérieur. 3 hommes d'une stature intimidante, vêtus de vestes en cuir et à l'air menaçant, entrèrent à grandes enjambées dans le salon. Ils irradiaient une aura de danger létal. Le plus corpulent d'entre eux, avec un tatouage proéminent d'une vipère sur le cou, s'avança. C'étaient les hommes de main du chef Mercier, les collecteurs de la mafia. Le visage de Didier, auparavant pâle, prit une teinte cendrée. Il reconnut instantanément ce tatouage. La peur d'aller en prison s'évapora instantanément, remplacée par la panique atroce de subir des tortures inimaginables. Didier monte, je suppose, grogna le truand à la vipère d'une voix rauque qui résonnait comme du fer sur du métal. Le chef Mercier te salue. Il nous a dit que tu allais régler ta dette au comptant ce soir et, d'après ce que je vois, tu nous as même préparé une fête de bienvenue. Didier commença à convulser de peur.
Une tache sombre commença à s'étendre sur le pantalon de son costume. Il s'était uriné dessus. Monsieur le chef, c'est un malentendu. L'argent. Où est l'argent, lui cracha le truand en saisissant Didier par les revers de sa veste et en le soulevant du sol comme une poupée de chiffon. Mon chef n'aime pas qu'on se moque de lui. Tu as dit que ta femme était morte et que tu avais l'argent de l'assurance, mais je la vois bien vivante là-bas. Le géant désigna Lucie du menton, laquelle leur fit un signe de tête courtois, comme si ces truands étaient des invités de plus à la soirée. Ne me tuez pas, mon Dieu, cria Didier de façon déchirante. Il tourna le cou vers Lucie, tendant une main tremblante en signe de supplication. Lucie, pour l'amour du ciel, paie-les. Tu as de l'argent en trop. Lucie lui offrit un sourire aiguisé. Je suis vraiment désolé, mon cher. Mon argent est destiné à aider les gens, pas les cafards. Au moment précis où les sbires s'apprêtaient à traîner Didier vers le jardin, le son strident des sirènes de police déchira le silence de la nuit madrilène. Les lumières bleues des gyrophares clignotèrent à travers les fentes des volets, illuminant fantomatiquement les murs du salon. Police nationale, personne ne bouge, tonna une voix autoritaire. Une douzaine d'agents anti-émeutes lourdement armés firent irruption dans la maison. Les invités de la haute société se jetèrent au sol ou levèrent les mains, terrifiés. Le chaos s'empara de la pièce. Les hommes de main du chef Mercier, sans aucune intention d'affronter la police armée, lâchèrent Didier et tentèrent de fuir par la porte arrière, mais furent plaqués par les agents qui avaient déjà encerclé le périmètre de la parcelle. Dans un retournement de situation empreint de la plus pure et pathétique ironie, Didier, rampant et pleurant, se traîna désespérément vers un officier de police et s'accrocha fortement aux bottes de l'inspecteur en chef. « Agent, arrêtez-moi, s'il vous plaît, mettez-moi en prison. Ces gens de la mafia vont me tuer. Emmenez-moi au commissariat tout de suite, supplia Didier, préférant 1000 fois la prison que de tomber entre les griffes du réseau de prêteurs. L'inspecteur se débarrassa de l'emprise de Didier d'un coup de pied sec, le força à se lever et lui menotta les mains dans le dos avec force. Didier monte, vous êtes arrêté sous les chefs d'accusation de tentative d'homicide avec préméditation, fraude envers des entités financières, détournement de fonds et falsification de documents, déclara l'inspecteur avec fermeté en lui lisant ses droits. Ils secouèrent Didier pour le mettre debout. Son visage était tuméfié, ses vêtements trempés de sueur et d'urine et le sang séchait sur sa joue. Il fut escorté vers la sortie, passant devant tous ses amis et collègues de la haute société, qui le fusillaient maintenant du regard avec un dégoût profond. Les caméras des téléphones portables continuaient d'enregistrer sa chute. En passant à la hauteur de Lucie et Béatrice, qui restaient ensemble observant la scène, Didier s'arrêta une seconde. Il les regarda dans les yeux, il n'y avait plus aucune trace d'arrogance en lui. Seulement un remords inutile et une panique insupportable. « Lucie, murmura-t-il, suppliant avec passion. « Profite de ta nouvelle résidence, mon cher, lui répondit Lucie avec une froideur absolue. J'ai entendu dire que les cellules de la prison de Soto del Real n'ont pas de fenêtres, qu'elles sont minuscules et qu'il n'y entre presque pas de lumière. J'espère que ta claustrophobie ne te rendra pas fou trop vite. » Ce fut le coup de poignard final et définitif. Didier poussa un cri de pure terreur et d'agonie tandis que les agents le tiraient vers le fourgon de police, imaginant l'enfermement suffocant qui l'attendait pour le reste de ses jours. Dehors. Sur le porche, une autre agente introduisait Valérie dans une voiture de patrouille. Elle pleurait à grands cris, jurant sur sa vie qu'elle n'était qu'une victime de plus des tromperies de Didier. Cependant, les enregistrements récupérés du téléphone portable de Béatrice étaient des preuves plus que suffisantes pour l'inculper comme complice nécessaire dans la planification du meurtre. Cette nuit-là, sous le scintillement stroboscopique des lumières de la police et les regards curieux de tous les voisins de la Moraleja, l'empire de cartes de Didier s'effondra en poussière. Lucie, debout à l'entrée de sa majestueuse demeure, entoura les épaules de Béatrice d'un bras protecteur. La brise nocturne caressait leur visage, mais cette fois, elle n'était pas froide. Elle apportait avec elle le doux et réparateur parfum de la liberté. 6 mois plus tard, le goutte-à-goutte constant d'un robinet défectueux était la seule bande sonore des journées de Didier. Goutte, goutte, goutte. Ce son rythmique était devenu le compte à rebours de sa folie. Didier était recroquevillé, serrant ses propres genoux dans un coin de la cellule humide qui sentait intensément la sueur et l'ammoniaque. Le cachot était ridiculement petit, à peine 2 par 3 mètres, et il le partageait avec 5 autres détenus. L'ambiance était suffocante, collante et manquait d'oxygène. Il n'y avait pas de fenêtre vers l'extérieur,
seulement une minuscule bouche d'aération grillagée en haut du mur par laquelle ne filtrait qu'un filet de lumière grisâtre. Pour un homme souffrant de claustrophobie sévère comme Didier, c'était la définition même de l'enfer. À chaque seconde, il sentait que les froids blocs de béton se resserraient autour de lui comme une presse hydraulique prête à lui broyer les os. Il se réveillait habituellement au milieu de la nuit en hurlant de terreur, sentant qu'il manquait d'air, ce qui se terminait inévitablement par de brutals coups de la part de ses compagnons de cellule, lassés d'être interrompus dans leur sommeil. Et, espèce de débile, tu vas te taire une bonne fois pour toutes, lui lança un détenu corpulent à la tête rasée. C'était l'un des sicaires à la solde de Mercier, qui, par hasard, ou peut-être pas tant, avait été assigné à son même module. Didier se couvrit immédiatement la bouche des deux mains, tremblant comme une feuille. Il avait maigri à en être squelettique. Ses pommettes saillantes sur son visage pâle et de profondes cernes noires marquaient ses orbites. Il avait les cheveux rasés à zéro et montrait des coupures récentes aux lèvres et aux sourcils. Sa vie était complètement détruite. Le juge lui avait infligé une peine de 15 ans de prison sans caution. Là-dedans, il était devenu le jouet brisé de la galerie. La dette envers la mafia était toujours en vigueur et les hommes de main de Mercier se chargeaient de la lui faire payer à force de terreur psychologique et physique tous les jours. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas d'endroit où se cacher. Chaque nuit, quand on entendait le fort claquement métallique des portes qui se fermaient, Didier mourait un peu plus, consumé par ses propres démons. Quant à Valérie, son destin n'avait pas été beaucoup plus reluisant. Son niveau d'implication ayant été jugé moindre que celui de son amant, elle avait réussi à échapper à la détention provisoire et se trouvait en liberté conditionnelle en attendant son procès. Cependant, la condamnation sociale s'avérait bien plus impitoyable que la judiciaire. Son visage et son histoire étaient devenus viraux sur les réseaux sociaux et les télévisions sous des titres tels que La mentueuse. Aucune entreprise ne voulait l'embaucher. Elle était passée des robes de haute couture à la location d'une chambre lugubre dans un appartement insalubre de la banlieue de Madrid, travaillant sans contrat à laver des plats dans le sous-sol d'un restaurant de fast-food. Sa famille lui avait tourné le dos et ses prétendus amis de l'élite avaient effacé son numéro. La beauté superficielle et le faux luxe dont elle se vantait tant avaient disparu pour toujours. En contraste absolu avec l'obscurité déprimante qui régnait dans la cellule de Didier, les rayons chauds et dorés du soleil de l'après-midi illuminaient les splendides jardins arrière d'un chalet de luxe à la Moraleja. La résidence, qui des mois auparavant avait été la proie des flammes, resplendissait après une rénovation complète. Il ne restait aucun vestige des souvenirs tragiques du passé. Les murs brillaient d'une peinture blanche immaculée et la zone de la cuisine avait été transformée en un jardin de méditation relaxant, rempli d'orchidées et d'un petit bassin de carpes dorées dont les eaux cristallines transmettaient une paix absolue. Lucie se reposait sur une élégante chaise de jardin en osier, savourant une infusion de camomille. Elle portait un tailleur pantalon en lin d'une coupe impeccable qui mettait en valeur sa silhouette. Elle n'était plus la femme effacée du passé. Elle rayonnait d'un magnétisme, d'une autorité et d'une confiance écrasante, propre à la leader qu'elle était née pour être. En tant que nouvelle directrice générale du groupe immobilier Les Chênes, Lucie avait enfin pris les rênes de l'empire fondé par son père. En quelques mois, elle s'était forgé la réputation d'être un requin dans les affaires, mais avec un engagement éthique inébranlable. Elle venait d'inaugurer la Fondation Béatrice, une organisation à but non lucratif, entièrement financée par elle, dédiée à offrir un soutien juridique, un logement et une formation aux femmes et aux mineurs victimes de violences domestiques et de genre. Le bruit rythmique de pas fermes sur les pavés s'approchait par sa gauche. C'était Béatrice, qui portait dans ses mains un plateau en argent avec un assortiment de pâtisseries. La jeune femme avait une apparence excellente. Elle avait repris les kilos qui lui manquaient. Son teint était bronzé et elle portait les cheveux courts avec beaucoup de style. Elle marchait avec une allure fière et assurée. Il ne restait aucune trace de la faiblesse physique d'autrefois. Béatrice occupait désormais le poste de directrice des opérations de la Fondation, devenant non seulement la main droite de sa belle-sœur, mais aussi le pilier fondamental de sa vie. Lucie. J'ai déjà revu et signé tous les dossiers de donation au foyer d'accueil. Demain matin, nous faisons la visite officielle, l'informa Béatrice en prenant place à ses côtés. Lucie sourit chaleureusement et posa sa tasse sur la table de verre. Merci beaucoup, Béa. Tu te donnes trop à ton travail. Tu devrais prendre quelques semaines de vacances. Pourquoi ne pars-tu pas en voyage aux Baléares ou dans un endroit exotique? Béatrice secoua la tête en riant de bon cœur. Pas question. C'est maintenant que ma vie prend tout son sens. De plus, je ne veux pas me séparer de toi.
Elles se plongèrent dans un silence confortable et complice, se laissant caresser par la douce brise madrilène qui faisait murmurer les feuilles des chênes centenaires du jardin. Lucie, murmura Béatrice d'un ton pensif. Parfois, je m'arrête pour y penser et j'ai du mal à assimiler que nous soyons arrivés jusqu'ici. Il y a seulement 6 mois, nous courions sous une averse en pleine nuit. Nous dormions dans une maison en ruine dans la Sierra, et nous étions terrifiés à l'idée d'être tués. Parfois, je pense que ce n'était qu'un cauchemar épouvantable. Lucie leva les yeux vers le ciel, qui commençait à se teinter de tons orangés et violets. Ce n'était pas un cauchemar, Béatrice. C'était l'épreuve du feu que nous devions traverser. Si cette nuit-là, tu ne t'étais pas levé de ton propre chef, si nous ne l'avions pas affronté bec et ongle, nous n'aurions jamais découvert l'immense force que nous cachions. Lucie tendit la main et entrelaça ses doigts avec ceux de Béatrice, les serrant fort. Ces mêmes mains qui tremblaient auparavant de pure panique, irradiaient maintenant chaleur, fermeté et vie. Didier a voulu nous réduire en cendres. Il voulait que nous soyons de la poussière emportée par le vent, décréta Lucie avec une lueur profonde et victorieuse dans le regard. Nous ne sommes pas de simples bois pour le bûcher, nous sommes de l'or. Et plus on nous applique de chaleur, plus nous en ressortons pure et brillante. Le visage de Béatrice s'illumina d'un sourire radieux. Ses yeux s'humidifièrent d'émotion. Et maintenant, cet or a retrouvé la place qui lui revient de droit, n'est-ce pas? C'est exact, acquiesça Lucie avec une conviction absolue. Et je te garantis que personne n'essaiera jamais de nous l'arracher à nouveau. Les deux femmes partagèrent un rire sincère et libérateur, un rire qui effaçait d'un coup toute la douleur subie. Au loin, le soleil se couchait majestueusement sur la capitale de l'Espagne, fermant le livre d'un passé sombre et accueillant un avenir débordant d'espoir et de promesses. Le karma avait rendu sa sentence de la manière la plus implacable et juste possible. Celui qui sème la trahison et la cupidité récolte son propre enfer.